Abandonné, il nous rattrape. La voix allemande crépite dans les radios, métallique, presque hystérique. 3 Messerschmitt Bf 109 volent en formation de chasse libre au-dessus du ciel de la Loire, mai 1940. Ils viennent de terminer une mission de mitraillage au sol. Carburant suffisant. Altitude favorable. Doctrine claire. Aucun chasseur français ne survit seul contre 309 points, mais il y a un problème. Le Doatine des .520 derrière eux ne devrait pas être là. Ils ne devraient pas les avoir rattrapés. Et ils ne devraient certainement pas être en train de gagner de la vitesse. Le pilote français a 40 secondes de munitions. 3 cibles. 0 marge d'erreur. Le manuel dit « Ne poursuivez pas des formations numériquement supérieures ». La logique dit « Reculez et préservez l'appareil ». La réalité dit « S'ils reculent maintenant, ces 3-là bombardent la colonne de réfugiés qui vient de traverser la route départementale. Elle appuie sur la détente. Le premier 109 commence à fumer. Fumée noire, épaisse. Le genre de fumée qui dit que le moteur Daimler-Benz DB601 vient de prendre un obus de 20 mm en plein carter. Les 2 autres se séparent immédiatement. Formation rompue. L'un d'eux crie à nouveau. Il nous rattrape. Ce n'est pas possible. Le Bf-109E est plus rapide en vitesse maximale. 570 km/h contre 535 pour le D.520. Il a un meilleur taux de montée, 17 mètres par seconde contre 12,7. Il domine les cieux d'Europe depuis des mois. Pologne, Norvège, France partout, le 109 règne. Et ils sont 3 points, mais le pilote du D.520 ne joue pas selon les règles de la doctrine allemande. Il joue selon des règles que personne ne se rappelle plus. Physique pure, instinct de prédateur et un pari absurde sur l'aérodynamique en combat rapproché. Le leader allemand voit son tableau de bord s'illuminer de voyants rouges. Température moteur, pression d'huile, perte de puissance. Il sort de la formation, nez vers le bas, essayant de planer vers une zone dégagée avant que le moteur ne s'embrase complètement. Les 2 autres 109 se positionnent pour une attaque en tenaille classique. Supériorité numérique, expérience de combat, formation disciplinée. Ils ont abattu des Curtis, des Morane, des blocs. Un des .520 seul ne devrait pas être un défi. Le français devrait être mort dans 30 secondes. Mais quelque chose ne va pas. Le D.520 ne fuit pas. Il ne cherche pas de couverture nuageuse. Il n'essaie pas de gagner de l'altitude. Il accélère. Directement vers eux. Plein gaz. Comme un chasseur qui aurait repéré une proie blessée. Was macht er? Qu'est-ce qu'il fait? Le deuxième pilote allemand sent son pour accélérer. Ce n'est pas du désespoir. C'est de l'agression calculée. Le français ne cherche pas à survivre. Il cherche à tuer. Et ça change tout. Et elle roule la formation. Pas par tactique. Par réflexe de survie. 3 Messerschmitt contre un Doatine. Sur le papier, c'est un massacre annoncé. Dans la réalité, à 4000 mètres au-dessus de la Loire, en mai 1940, c'est en train de devenir autre chose. Une chasse. D'ici la fin, vous allez comprendre pourquoi cette décision a fonctionné. Pourquoi elle a violé toutes les règles de combat aérien. Et pourquoi elle a failli le tuer. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir quelques heures en arrière. 6 heures plus tôt, aérodrome de Vélizy-Villacoublay, banlieue sud-ouest de Paris. Le groupe de chasse 2/Oblique était en retraite chaotique. Il reste 12 des .520 opérationnels sur les 24 initiaux. 8 perdus au combat. 4 cloués au sol par manque de pièces. Il y a des ordres contradictoires pour protéger l'évacuation civile. Il n'y a aucune couverture de chasse alliée. Les Britanniques se replient vers Dunkerque. L'armée française se désintègre. Le lieutenant Pierre Le Glon reçoit la mission à 13h45. Patrouille solitaire au-dessus du couloir de réfugiés entre Orléans et Étampes. Temps estimé 90 minutes. Menace attendue, reconnaissance légère, peut-être quelques hanches LHS 126. Première anomalie. Le briefing mentionne activité de chasse ennemie modérée. Modérée. Dans un ciel où la Luftwaffe a la suprématie absolue depuis 3 semaines. Ce n'est pas de la précaution. C'est un euphémisme bureaucratique pour dire « on ne sait pas ce qui vous attend ». Deuxième anomalie, le Glouan reçoit l'ordre de voler seul. La procédure standard française, héritée de 1918, exige au minimum des paires de chasseurs. Seul, un pilote est vulnérable. En groupe, il bénéficie d'une couverture mutuelle, d'un appui tactique, d'une chance de survie. On doit économiser le carburant et couvrir 3 secteurs simultanément, dit le commandant d'un ton fatigué.
Tu as le meilleur des .520 de l'unité. Le numéro 277. Moteur neuf, armement calibré hier. Utilise-le bien. Le glouan ne discute pas. À 26 ans, il a déjà 16 missions de combat. Il sait que la guerre est perdue. Tout le monde le sait. La question n'est plus de gagner. C'est de combien de temps on peut retarder l'inévitable. De combien de civils on peut sauver avant l'effondrement final, et elle décolle à 14h20 précise. Altitude de patrouille, 4000 mètres. Ciel dégagé. Visibilité excellente. Radio semi-fonctionnelle, le récepteur grésille, l'émetteur fonctionne par intermittence. Munitions complètes, 675 coups de mitrailleuse Mac 1934 de 7,5 mm dans les ailes, 120 coups de canon Hispano-Suiza HS 404 de 20 mm tirant à travers le moyeu de l'hélice. 40 secondes de tir continu. Après ça, il ne reste que la vitesse et la manœuvre. Il vole pendant 35 minutes sans contact visuel. En dessous, la route départementale 2020 est congestionnée sur des kilomètres. Familles entières. Charrettes tirées par des chevaux. Voitures surchargées. Camions militaires mélangés aux civils. Une marée humaine fuyant vers le sud. Une cible parfaite pour une attaque au sol. Le D.520 est une machine magnifique. C'est le meilleur chasseur français en service, conçu par Émile de Watine lui-même. Vitesse maximale, 535 km/h à 5500 mètres. Armement solide. Maniabilité excellente en combat tournoyant. Structure robuste. Mais il arrive trop tard, trop peu. En mai 1940, il n'y en a que 36 opérationnels. Contre des centaines de Messerschmitt, le glouan le sait. La machine est bonne. Les pilotes sont bons. Mais les nombres sont mauvais. Et en guerre aérienne moderne, les nombres gagnent à 14h57. Il voit le problème 3 à l'horizon, venant du nord-est. Altitude, 5000 mètres. Vitesse, rapide. Profil reconnaissable même à distance. Nez court, verrière en goutte d'eau, aile droite. BF 109. Ils ne sont pas en patrouille. Ils sont en piqué d'attaque. Angle, 45 degrés. Cible, la colonne de réfugiés. Le glouan a peut-être 5 secondes pour comprendre ce qui va se passer. Les 109 vont mitrailler la route. Des dizaines de morts. Des centaines de blessés. Et lui, seul à 4000 mètres, avec 40 secondes de munitions et une radio qui fonctionne à peine. Il a 3 options. Toutes mauvaises. C'est ici que la mission a cessé d'être sûre. Vous êtes seul à 4000 mètres. 3 chasseurs ennemis commencent leur piqué d'attaque. 30 secondes avant que le premier tir de mitrailleuse MG-17 n'atteigne des civils sans défense. Option A, appeler des renforts et maintenir une position défensive. C'est la procédure. C'est sûr, c'est logique. Vous restez en altitude, vous surveillez, vous appelez à l'aide, vous espérez que quelqu'un arrive à temps. Mais la radio fonctionne mal, une phrase sur 3 passe. Les renforts les plus proches sont à Étampes, 15 minutes de vol. Et dans 30 secondes, des femmes et des enfants commencent à mourir sur la route. L'option A sauve le pilote. Elle sauve l'appareil. Elle ne sauve personne d'autre. Vous rentrez à la base avec un rapport propre et des civils morts. Option B. Piquez avec eux et essayez de disperser l'attaque. Sensé, raisonnable, tactiquement défendable. Un des .520 en piqué à pleine vitesse peut effrayer les Allemands suffisamment pour qu'ils avortent l'attaque au sol et se repositionnent en chasse. Vous ne les engagez pas directement. Vous les forcez à réagir. Vous gagnez du temps. Mais disperser n'est pas détruire. Ils reviennent. Dans 10 minutes. Dans 1 heure. Et la prochaine fois, vous n'avez plus l'effet de surprise. Ils savent que vous êtes là. Ils vous attendent. Option C. Intercepter les 3 seuls, en combat ouvert, jusqu'à destruction. Suicide tactique. Folie pure. 1 contre 3. Munitions limitées à 40 secondes. 0 marge d'erreur. Si vous ratez le premier tir, ils vous encerclent. Si vous touchez un et manquez les 2 autres, ils vous prennent en tenaille. Si vous en descendez un, les autres reculent, prennent de l'altitude et appellent des renforts. Dans 5 minutes, vous avez 609 au lieu de 3. La doctrine allemande est claire depuis l'Espagne. La supériorité numérique annule l'habileté individuelle. Même le meilleur pilote du monde ne bat pas 3 adversaires compétents. Le glouan a 5 secondes pour décider. Il choisissait, mais avec une modification qu'aucun manuel ne prévoit.
Une modification qui viole toutes les règles de combat aérien moderne. Il ne va pas intercepter. Il va chasser. Il ne va pas défendre. Il va tuer. La différence est simple, mais fondamentale. L'interception vise à empêcher l'attaque. Vous vous placez entre la menace et la cible. Vous dissuadez. Vous protégez. La chasse vise à éliminer la menace à la source. Vous ne protégez pas. Vous détruisez. L'une est défensive, réactive, prudente. L'autre est prédatrice, agressive, totale. Le gluon pousse le manche vers l'avant. Le D.520 pique. Pas pour disperser. Pas pour intimider. Pour abattre. Le moteur Hispano-Suiza, 12Y hurle. La vitesse monte, 400 km/h, 450. 500, le bord d'attaque des ailes commence à vibrer légèrement. Le D.520 approche de sa limite structurelle en piqué. Mais il tient. Émile de Watine a bien travaillé. Cloche, si vous aimez les histoires vraies où une décision en l'air change tout, abonnez-vous maintenant parce qu'à partir d'ici, ça empire. Les 309 le voient. Ils avortent immédiatement l'attaque au sol et se regroupent en formation de combat. 3 chasseurs expérimentés contre un Français seul. Avantage allemand. Supériorité numérique. Expérience du front de l'Est. Doctrine éprouvée. Sauf que le gluon ne joue pas à leur jeu. Il n'essaie pas de survivre assez longtemps pour que les renforts arrivent. Il n'essaie pas de les disperser. Il essaie de les tuer. Tous. Maintenant. Il a choisi la seule option sans retour possible. Le premier problème surgit immédiatement. Les 109 le voient arriver. Ils abandonnent l'attaque au sol et se regroupent en formation triangulaire classique. Leader en pointe, 2 ailiers légèrement en arrière et sur les côtés. 3 chasseurs aguerris, probablement du Jagdgeschwader 27, probablement avec 15 à 20 victoires chacun. Avantage allemand total. Mini-bombin, le gluon ne monte pas pour gagner de l'altitude. Il ne cherche pas une position d'attaque favorable. Il accélère en vol nivelé directement vers le leader de la formation. Les Allemands s'attendent à une manœuvre d'évitement classique, montée, virage, fuite. Il leur livre de l'agressivité pure. Pas de subtilité. Pas de tactique élaborée. Juste de la vitesse et de la détermination. Distance, 400 mètres. Les 109 maintiennent la formation. 300 mètres. Le leader allemand ouvre le feu. Trop tôt. Les balles passent devant le D.520, traçant orange dans le ciel clair. Erreur de calcul. Il a supposé que le Français allait manœuvrer. Le gluon ne manœuvre pas. Il accélère encore. 200 mètres, 150. Il tire. Le canon Hispano-Suiza HS 404 crache 3 obus de 20 mm en une demi-seconde. 2 rates. 1 frappe, juste derrière le cockpit du 109, au niveau du réservoir principal. Pas de feu immédiat, les réservoirs allemands ont des protections auto-obturantes depuis 1939. Mais le moteur tousse. Fumée noire, perte de puissance. Le leader allemand rompt vers le bas. Il n'est pas détruit, mais il est hors de combat. Il va essayer de planer jusqu'à une zone dégagée. Problème résolu. Nouveau risque, les 2 autres 109 se séparent instantanément et commencent une manœuvre de tenaille classique. L'un monte à gauche, l'autre descend à droite. Dans 15 secondes, ils ont le D.520 pris en croix. Position mortelle. Maintenant, c'est 2 contre 1 avec avantage de position et coordination tactique. Mini-bombe 2, le gluon vire à gauche comme s'il essayait de fuir vers le nord. Le Cent 9 qui montait à gauche mord à l'hameçon. Il pique pour couper la trajectoire, anticipe le virage prolongé. Erreur classique de surestimation. Il suppose que le D.520 va maintenir le virage parce que c'est la seule option logique. Le gluon inverse brutalement vers la droite. Aileron à fond. Le D.520 roule sur l'aile en moins d'une seconde. Une des meilleures caractéristiques de l'appareil, le taux de roulis. L'Allemand passe en dessous de lui. Trop rapide pour corriger. 3 secondes de fenêtre. Peut-être 4. Le gluon tire d'en haut. Rafale courte. 5 obus de 20 mm, 10 balles de 7,5 mm. Le 109 prend 2 impacts sur l'aile gauche. Structure compromise. Il perd de la vitesse brutalement et commence à descendre en spirale incontrôlée. 2 abattus. 1 restant. Problème. Résolu. Nouveau risque critique. Le gluon est maintenant à basse vitesse après le virage serré. Altitude perdue de 800 mètres pendant l'engagement. Et le 3e 109 est positionné 600 mètres au-dessus de lui avec l'avantage énergétique total.
Situation mortelle. Le pire scénario possible en combat aérien. Ennemi au-dessus, vitesse faible, aucune couverture. Mini-bombe 3, l'Allemand pique. Angle parfait. Vitesse maximale. Il va passer derrière le D.520, se placer sur sa queue et tirer à bout portant. Technique standard. Morte assurée. Le glouan devrait essayer de fuir, de gagner de la vitesse en piquant, d'espérer atteindre les arbres avant de se faire abattre. Il fait l'opposé. Il cabre brutalement et monte directement contre le piquet. Aidons. Face à face. Le duel le plus dangereux en combat aérien. Celui qui dévie en premier perd sa position. Celui qui tire en premier et rate meurt. Distance 500 mètres. Les deux avions convergent à vitesse combinée de plus de 800 km/h, 400 mètres. 3 secondes avant collision. 300 mètres. La radio allemande hurle. Abandonnez, il nous rattrape. Le ton n'est plus tactique. C'est de la panique pure. Le pilote du 109 vient de comprendre que le Français ne va pas dévier, qu'il est prêt à entrer en collision plutôt que de céder la position. 250 mètres. Aucun des deux ne dévie. 2 secondes avant impact. Presque à 180 mètres, une demi-seconde avant le point de non-retour, l'Allemand rompt brutalement vers la gauche. Réflexe de survie. Il cède. Le glouan tire dans le mouvement. Le 109 exposait son profil latéral pendant une fraction de seconde. 2 obus de 20 mm frappent l'aile droite. Structure compromise. Le 109 roule sans contrôle, aileron bloqué. 3 en moins de 2 minutes. Problème résolu. Nouveau risque final. Le glouan regarde sa jauge de munitions. Vide. Canon HS-404, 0 coup. Mitrailleuse Mac 1934, 24 coups. 3 secondes. Sa jauge de carburant, critique. Moteur surchauffé, la température d'huile est dans le rouge depuis 30 secondes. S'il force encore, le moteur se grippe. Et s'il y a un 4e 109 quelque part dans ce ciel, il est mort. Et alors, tout se mit à dépendre de secondes. Le glouan pousse le manche vers le bas et vole au ras des arbres. Altitude, 50 mètres. Vitesse, 450 km/h. Le moteur tousse. Vibrations anormales. La température d'huile dépasse 120 degrés Celsius, bien au-delà de la limite opérationnelle. La radio est complètement muette maintenant. Soit elle est cassée, soit il n'y a plus personne pour répondre. Il a du carburant pour 11 minutes selon la jauge. Vélizy est à 14 minutes. Les mathématiques sont simples et brutales. Il repère un champ plat près des tempes. Pas de lignes électriques visibles. Pas de fossé. Juste de l'herbe et de la boue. Ça va devoir suffire. Il se pose roue rentrée, ventre contre le sol, à 14h09. Le D.520 glisse sur 120 mètres en labourant la terre. L'hélice se tord. Le capot se froisse. Le moteur s'arrête avec un grincement métallique final. Mais la structure tient. Pas de feu. Pas de rupture du fuselage. Le glouan sort du cockpit. Ses mains tremblent légèrement. Pas de peur. D'adrénaline résiduelle. Le résultat immédiat. 3 Bf-109 abattus confirmés. 0 perte dans la colonne de réfugiés qui continue de défiler vers le sud. Un pilote vivant. Un des .520 endommagé mais récupérable. Le coup réel vient 2 heures plus tard, à Vélizy. Le glouan est interrogé par le commandant d'escadre et un officier de l'état-major. Pas de félicitations. Pas de poignée de main. Juste des questions froides. Vous avez désobéi à l'ordre de patrouille défensive. Vous avez engagé 3 chasseurs ennemis sans appui. Vous avez mis un appareil critique en danger inutile. Vous avez eu de la chance. Une chance insolente. Aucune mention des civils sauvés. Aucune mention des 3 victoires. Aucune médaille immédiate. Juste un avertissement sec, bureaucratique, fatigué. Ne recommencez pas. On n'a plus d'avions à perdre sur des initiatives personnelles. Le rapport officiel classe l'engagement comme victoire probable. Pas confirmé. Probable, parce qu'il n'y a pas de témoin au sol. Pas de preuves photographiques. Juste le témoignage d'un pilote et un des .520 à moitié détruits. 3 semaines plus tard, le 22 juin 1940, la France signe l'armistice. Le groupe de chasse de barre oblique s'est dissous. Les D.520 restants sont soit détruits, soit saisis par les Allemands. Le glouan refuse l'armistice. Il part en Afrique du Nord. Il continue à se battre, d'abord contre les Italiens en Tunisie,
puis contre les Britanniques en Syrie dans une guerre civile fratricide absurde, puis de nouveau contre l'Axe après 1942. Il termine la guerre avec 18 victoires confirmées officiellement. Probablement plus de 25 en réalité. Presque toutes seules. Presque toutes contre une supériorité numérique. Il meurt le 11 septembre 1943, pas au combat, mais dans un stupide accident d'entraînement à Biscarrosse. Collision en vol avec un autre appareil lors d'une démonstration. Il avait 29 ans. Le D.520 numéro 277 qu'il a piloté ce jour de mai 1940 fut détruit pendant la retraite française. Brûlé sur l'aérodrome de Vélizy pour ne pas tomber aux mains allemandes. Aucune pièce n'a survécu. Aucun musée ne le préserve. Des années plus tard, en 1978, un historien allemand compilant les archives du Jagdgeschwader 27 trouve une note dans le journal de bord du 11 mai 1940. 3 appareils perdus au-dessus de la Loire. Cause, abattus par chasseurs ennemis isolés d'identité inconnue. Transmission radio enregistrée. Abandonnés, ils nous rattrapent. Sans contexte, sans explication, sans nom, juste une phrase de panique dans un ciel oublié. Ça a marché. Une fois,